Cette vidéo est très excitante parce que je vais participer au readathon Animal Crossing organisé par Cosette Reads et Seina. Pendant le confinement, quand le nouveau jeu Animal Crossing est sorti, j'ai trop envie d'y jouer, mais j'avais pas de Switch, j'allais pas m'en acheter juste pour ça. Donc j'ai pas eu Animal Crossing à ce moment-là. Au final, j'ai joué au jeu mobile, donc c'est Pocket Camp, pendant des mois et des mois, et même pendant une année entière en fait. Et j'ai adoré, je m'en lassais pas. Et donc je me suis dit que je pense qu'il serait bon de sauter le pas et d'acheter une Switch pour acheter Animal Crossing. Donc j'ai fait ça en novembre. Et j'ai pas arrêté de jouer. C'est devenu encore plus une obsession. Dans Pocket Camp, les personnages n'ont pas vraiment de personnalité. Enfin, ils ont tous la même personnalité en fait. Donc c'était moins intéressant. Et donc là, j'ai adoré toutes ces nouvelles personnalités, toutes ces nouvelles choses à faire, toute la personnalisation possible. Avec toutes les différents... toute l'île quoi, toutes les maisons et tout. Donc même si je suis pas une des premières fans Animal Crossing, comme certains qui ont joué sur Nintendo 64, etc. Moi je l'ai découvert qu'avec la Switch, mais j'adore. Et donc j'adore Animal Crossing, j'adore lire. Merci Cosette et Saina pour ce readathon Animal Crossing. Donc les prompts sont très libres. Comme le jeu Animal Crossing, ce readathon n'est pas du tout contraignant. On fait ce qu'on veut en fait, on peut faire 10 prompts, on peut faire un prompt, on peut faire 2 prompts, c'est comme on veut. En fait, dans Animal Crossing, les villageois sont répartis entre différents types de personnalités. Je crois qu'il y en a peut-être 12 en tout, quelque chose comme ça. Et pour chaque type de personnalité, Cosette et Saina ont trouvé des prompts. Le concept, c'est qu'on choisit autant de personnages qu'on veut, je crois que c'est au moins 10 maximum, parce que sur l'île dans Animal Crossing New Horizons, on peut avoir 10 villageois maximum. Et pour chaque personnage, on choisit un prompt qui colle à sa personnalité. Moi, j'ai choisi de coller avec les villageois qui sont vraiment dans mon île. Donc, premièrement, on a Loupio, qui est de type grincheux. On dirait que je parle de Pokémon. Non, son type de personnalité est grincheux. Donc, pour tous les prompts proposés pour grincheux, j'ai choisi le prompt autobiographie. Et pour ça, je vais lire L'étrangère de Claudia Durastanti. Ensuite, on a Barry, que j'adore. En fait, je les adore tous. Et donc Barry qui est paresseux. Pour ça, j'ai choisi le prompt de lire une BD. Et donc je vais lire Monstress, que j'ai pas pu lire dans mon précédent vlog. Ensuite, on a les ordinaires, type de personnalité ordinaire, entre guillemets, Nana et Emma, qui est le type de personnalité qui est le plus aimable. Toutes ces descriptions, c'est pas de moi, c'est comme ça qu'elles sont décrites dans le jeu, c'est des types de personnalité. Et donc pour ça, j'ai choisi un livre que je pense être un favori. Pour ça, c'est Monstress qui va rentrer dedans. Sur mes 10 villageois, j'ai que 5 livres, donc j'ai plusieurs répétitions. Et pour Emma, j'ai choisi un livre qui a une très bonne note sur Storygraph ou sur Babelio ou sur Goodreads. J'ai choisi Freshwater de Akwaeke Emezi. Ensuite, on a Bengal, donc qui est énergique. Les personnalités énergiques sont très amicales et elles sont tout le temps... elles pensent être des futures stars. Donc le prompt ici, c'est un livre de mon auteurice favori. Et donc pour ça, c'est encore Freshwater qui va remplir le prompt. Parce que j'adore Akwaeke Emezi. Je crois que j'ai lu qu'un seul livre de cette auteurice. Mais j'adore complètement son écriture et j'adore... En fait, je la considère déjà comme un auteurice favori. Ensuite, on a Luna, avec la personnalité grande sœur. Le prompt est de lire un livre qui parle de la famille. Et l'étrangère, encore une fois, parle beaucoup de ça, parle en fait que de ça. C'est le grand thème du livre. Ken et Pietro sont suffisants. Apparemment, les personnalités suffisantes ont très confiance en eux. Et apparemment, aiment apprendre des langues. Donc les prompts pour Ken, c'est un livre de romance. Pour ça, j'ai choisi The Queer Principles of Kit Webb de Cat Sebastian. Pour Pietro, le prompt est de lire un livre traduit, du coup une autre langue que l'anglais. Voilà. Donc là, je vais lire Before the Coffee Gets Cold, ou en français, puisqu'il a été aussi traduit en français, Tant que le café est encore chaud, de Tashikazu Kawaguchi. Et enfin, on a les prétentieuses, Valet et Ali, qui sont toujours là à donner des conseils sur les dernières tendances de mode. Donc naturellement, les prompts sont un livre sorti entre 2020 et 2021. Donc pour ça, c'est l'étrangère. Et le dernier prompt, c'est de lire un livre adulte. Et donc c'est encore l'étrangère qui va remplir ce prompt. Donc ça nous fait 5 livres, sachant que pendant le challenge qui dure du 1er mars au 15 avril, donc j'ai un mois et demi, je vais peut-être ajouter des prompts qui correspondent aux PNJ, donc aux personnages non joueurs. Donc on a Marie, Tom Nook, etc. Donc allons-y.
Chapter 1. November 1751. Kit Webb had principles. He was certain of it, even at his worst, which had reliably been found at the bottom of a bottle. He hadn't hurt anyone, at least not too badly. Well, at least not on purpose. Better, perhaps, to say that he never threw the first punch. As far as daggers and pistols... Left with no choice but to find another suitable place, they noticed a small sign down a quiet side street. As it was a basement cafe, they had no way of knowing what it was like inside. Bon, je me suis rendu compte que tous les livres que j'ai lus jusque-là, ils sont surtout en anglais, même s'il y en a qui sont disponibles aussi en français, mais c'est surtout des auteurs anglophones. Du coup, je suis allée à ma médiathèque et j'ai cherché des livres à emprunter, sauf que je savais pas du tout vers où aller. Du coup, je suis allée au pôle jeunesse, j'ai pris deux nouveautés qu'il y avait là, dont un qui était un coup de cœur des bibliothécaires. Ça peut être assez safe. Ensuite, je suis allée au pôle adulte science-fiction. Et j'ai pris 2 livres des éditions Mouton, qui sont pas des nouveautés. On va dire ça passe ou ça casse aussi, parce que c'était uniquement des livres dont j'avais jamais entendu parler. J'ai fait exprès, hein, je voulais pas juste lire des livres très connus que tout le monde a déjà lus. Je trouve ça moins intéressant. Pour Before the Coffee Gets Cold, c'est très facile de faire un résumé. C'est un café qui propose à ses clients de voyager dans le passé. Et il y a plusieurs règles qui n'ont pas d'importance pour le résumé. Et voilà, c'est simplement ça. On suit surtout les personnes qui travaillent dans le café. Donc j'ai pas fini encore. J'ai presque fini, je suis au dernier chapitre. Il y a 3 chapitres. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai voulu commencer à écouter un audiobook. Donc j'avais commencé par Kit Webb. Et j'ai haï le narrateur, enfin la façon dont il parlait, parce qu'il différencie pas du tout les personnages, j'ai l'impression. En tout cas, je me suis très vite emmêlée. Et ensuite, j'ai du coup essayé d'écouter Before the Coffee Gets Cold. Et là, c'était parfait, c'était très calme, très compréhensible. La narratrice est parfaite. Et l'histoire est parfaite. J'ai pas besoin d'avoir fini là pour dire que c'est 5 étoiles sur 5 étoiles, c'est parfait. Les personnages sont tous très attachants et très distincts. Et ils sont... Comment dire, leur histoire est attachante aussi. C'est très émotionnel. Et c'est très calme et cosy, je trouve. L'ambiance est juste super. C'est un plaisir à lire. J'ai acheté des fleurs. Il y a un petit Hoya. Pour décorer ma maison. Une jolie jacinthe déjà fleurie parce que je vais pas réussir à la faire fleurir. Un petit Hoya qu'on va un peu modifier. Des crocus et un joli lierre. J'ai déjà quelques plantes sur ma bibliothèque. Mais elles sont pas en très bonne forme. Là j'avais un basilic qui est mort parce qu'on l'a acheté en hiver. Mon but c'est de décorer surtout cette partie-là, même si elle est déjà décorée en soi. Je décore déjà ici souvent. Peut-être que je rajouterai un peu les prints aux endroits où il y a des trous. Alors j'ai des plans pour ce joli Hoya. C'est très mignon hein, cette petite présentation, mais c'est un peu cucu à mon goût.
J'ai aussi ce pot-là que je voudrais repeindre. J'ai lu Before the Coffee Gets Cold. C'est un super livre. C'est très mignon, très calme, très cosy. Il y a plein de règles super contraignantes qui en fait font qu'on se demande à quoi ça sert de voyager dans le temps, si c'est pour non seulement ne pas pouvoir sortir du café, ne pas pouvoir se lever, ne pas pouvoir rencontrer des personnes qui n'ont jamais mis les pieds dans le café, et surtout ne pouvoir rester dans le passé ou dans le futur que le temps que qu'un café qu'on nous sert refroidisse, quoi. Mais en fait, tous ces épisodes nous montrent quel intérêt ça a. Et oui, ça peut avoir un intérêt. Surtout que on peut pas changer le présent. C'est ça surtout le grand frein. Donc j'ai adoré toutes les histoires, j'ai adoré le personnel du café et les personnages en général. L'audiobook est super bien aussi, du coup je l'ai écouté comme ça. Du coup l'écriture est vraiment sympa aussi, très douce, je sais pas comment dire, peut-être que c'est à cause de l'audiobook, mais ouais, très fluide, très calme. D'ailleurs c'est marrant parce que j'ai commencé du coup le tome 2. Je sais pas quel est le nom français, mais en anglais c'est Tales from the Cafe, qui est du coup juste, c'est vraiment ça, c'est la suite, c'est d'autres épisodes. Et par contre le narrateur est différent. Déjà c'est un homme qui a une voix masculine, contrairement à une femme avec une voix féminine. Et en plus il y a des petites différences, genre dans le livre t'as le bruitage de quand quelqu'un rentre dans le café, du coup de la cloche, fait clang dong. Et donc dans le premier livre, la narratrice le lit clang dong, comme ça. Dans le deuxième, le narrateur le dit clang dong. Et ça donne un vibe complètement différent. C'est rigolo, enfin c'est pas gênant, juste c'est marrant. Et pareil, j'adore. C'est parfait. Écoutez, c'est pas vraiment de ma faute. Je sais pas si mes crocus sont morts, vraiment, ou si je peux encore les sauver, mais... J'ai fini D'or et d'oreiller de Flore Vesco. Je l'ai dévoré en 2 jours là. J'ai vraiment adoré. Bizarrement, je vais commencer par les quelques petits trucs qui me plaisent pas trop, mais qui sont en fait des choses qui sont pas forcément graves. On peut passer outre ces détails là et adorer le livre comme moi je l'ai fait. La première chose, c'est que c'est un livre féministe, mais il y a quand même
un rabaissement d'un certain type de femmes. Des femmes qui sont faibles, qui sont les demoiselles en détresse, qui sont le stéréotype de femmes, disons. C'est un problème parce que ça dénigre toute une partie de femmes. Et ça pourrait créer le problème inverse de créer des catégories où les femmes doivent tomber, sinon elles sont pas féministes. Enfin, voilà, bref, je vais pas refaire tout le discours. Hein. La deuxième chose, c'est qu'il y a un stéréotype d'une femme de couleur qui est plus sensuelle que les autres, qui a des plus jolies formes, alors qu'elle a le même âge que les autres. Elle est plus détendue sexuellement. Et c'est un cliché qui a été amené, je crois, par l'anthropologue Margaret Mead quand elle a fait ses études sur l'adolescence en Océanie, qui a rapporté que, oui, en gros, les femmes en Océanie, elles sont plus libérées sexuellement, elles ont plusieurs partenaires sexuels et tout. Ce qui a amené l'image qu'on a eu en Occident pendant longtemps, de la femme exotique, entre guillemets, évidemment, très libérée sexuellement, et qui connaît son corps et qui connaît sa sexualité très bien, quoi. Et donc je dis que c'est des problèmes qui sont pas forcément graves, parce que c'est pas parce que c'est un stéréotype que du coup cette représentation-là doit pas exister. Bref, c'est un truc que j'ai trouvé un peu... Mais sinon, j'ai complètement adoré. Donc j'ai pas encore dit de quoi ça parlait. Je pense que je vais juste lire le résumé, déjà, parce que j'ai pas envie de vous en dire trop. C'est un lit vertigineux sur lequel on a empilé une dizaine de matelas. Il trône au centre de la chambre qui accueille les prétendants de Lord Anderson. Le riche héritier a conçu un test pour choisir au mieux sa future épouse. Chaque candidate est invitée à passer une nuit chez lui, à Blenkinsopp Castle, dans ce lit d'une hauteur invraisemblable. Dormir chez un inconnu sans parents ou chaperon, quoi de plus scandaleux pour une jeune fille de bonne famille? Malgré tout, Mrs. Watkins y envoie ses 3 filles, accompagnées d'une femme de chambre. Elles se rendent en tremblant au château. Seule l'une d'entre elles reviendra à l'attention du lord. Cette dernière, pourtant, n'a rien d'une princesse au petit pois. Et c'est tant mieux car nous ne sommes pas dans un conte de fées, mais dans une histoire d'amour et de sorcellerie, où l'on apprend ce que les jeunes filles font en secret la nuit dans leur lit. Quand j'ai regardé les tags avant d'emprunter ce livre, les tags sur Babelio, il y a eu beaucoup le tag sensuel, et ça me questionnait, je me demandais comment on pouvait dire qu'un livre comme ça était sensuel, mais franchement, ouais, c'est un tag qui lui va parfaitement, c'est vraiment ça. Il y a vraiment un jeu avec le corps, il y a quelque chose qui se passe avec les parties du corps, même les titres des chapitres sont uniquement des expressions françaises liées au corps. Donc, par exemple, un bras de fer, avoir le cœur dans l'estomac, que des choses comme ça. D'ailleurs, je trouve le titre terriblement approprié, donc d'or et d'oreiller. Donc non seulement on a l'idée de oreiller avec ses matelas, etc. Mais en fait, l'or joue un rôle assez important dans ce livre. Et dans oreiller, on a aussi oreille, qui est une partie du corps. Le résumé laisserait entendre que c'est un détournement du conte de la princesse au petit pois. Et c'est vrai, mais pas uniquement. Il y a aussi plein de références à d'autres contes qui sont très bienvenus, je trouve. Et je trouve que c'est franchement un très bon livre et je suis contente de l'avoir lu et je suis contente de le recommander parce que même si j'arrive pas à bien le vendre parce que j'ai pas envie de révéler trop de choses sur l'intrigue, mais c'est une très jolie histoire, très fantasque. Donc je vais pas trop en révéler, mais ouais, c'était vraiment très 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 bien. Non mais les amis, j'en peux plus de l'étrangère là. J'en peux plus. Vraiment, je vais pas le DNF parce que les thèmes sont très intéressants, je trouve. Qu'est-ce qu'il est long! Qu'est-ce qu'il est long! C'est incroyable. Hier soir, je me suis forcée à lire jusqu'à la moitié, sachant que certaines savent, ce livre, je voulais le lire pour le mois de février. Donc j'ai commencé à lire déjà en février, et j'ai eu du mal, j'ai pas pu le finir pour février. Et là on est en mars, et je galère là, comme un abruti. En fait c'est un livre très lent et très inintéressant, dans le sens où tous les premiers chapitres là, toute la première partie c'était sur la biographie de ses grands-parents et de ses parents, et là on passe à elle, et elle raconte des anecdotes qui sont pas si intéressantes, qui racontent pas grand-chose des fois. Enfin, pour l'instant ça va pas très loin quoi. Mais je veux le finir, surtout qu'il remplit 5 de mes prompts, un truc comme ça. Donc il faut bien que je le finisse. Et puis surtout, je l'ai acheté en lisant le résumé uniquement. Donc je lui ai donné mes petits sous là, genre je sais plus si c'était 15 ou 20 euros, mais je l'ai payé plein pot en lui faisant entièrement confiance et il me déçoit. Allez tiens, je peux faire un résumé d'ailleurs.
Ça parle de... du coup, je pense que c'est l'autrice. Ça parle de son enfance, de sa famille. En fait, elle a 2 parents sourds qui ont tous les 2 la tête dure, on va dire. Ils sont tous les 2 un peu punk, un peu à s'en foutre des gens. Surtout le père qui essaie même pas de communiquer avec les gens et qui veut pas parler en langue des signes. Tous les 2 sont des personnages assez intéressants. Et en gros, là, Claudia Durastanti parle de la galère qu'elle a eue en tout cas, à communiquer avec les gens et à se trouver une place, surtout qu'elle a fait beaucoup de va-et-vient entre l'Amérique et l'Italie. Elle n'a pas d'accent qui la relie à un endroit. Elle n'a pas de sociabilisation qui se fait par ses parents, par exemple. Donc je pense que ça parle de sa quête de communication, sa quête de sens, on va dire. Sans doute. Voilà. Donc voilà, niveau de thème, c'est intéressant. Juste, un livre se construit pas que sur des thèmes, quoi. Voilà. Ok. Donc j'ai beaucoup lu, mais j'ai pas beaucoup filmé. Tout simplement parce que j'ai beaucoup lu dans le train en allant à la fac, et aussi à la fac en attendant que le cours commence. Je me suis laissée emporter. J'ai fini 5 livres, voilà, je l'ai dit. Du coup, on va faire un grand rattrapage de ce que j'en ai pensé. Et d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles je vous ai pas tenu à jour, c'est que pour plusieurs livres, je savais pas trop quoi dire. Pour l'instant, en tout cas, j'ai adoré toutes mes lectures. D'ailleurs, je voulais préciser parce que j'ai l'impression que ça se comprenait pas trop dans mon avis sur D'or et d'oreiller, mais j'ai vraiment adoré. Enfin, c'est un super livre que je recommande totalement à tout le monde, mais oui, surtout à des enfants, etc. Je ne saurais pas recommander d'âge pour la lecture. Si ça peut vous aider, le personnage principal a 17 ans. Et aussi, une chose que je crois que j'ai oublié de dire, c'est que ce livre est extrêmement drôle. C'est pas un livre d'humour, mais il y a plein de fois où j'ai vraiment rigolé genre à voix haute, quoi, dans le couloir, à la fac, en train de lire mon livre, je rigolais, tout seul, là, parce que c'était vraiment très drôle. Maintenant, je voudrais vous parler de Freshwater, de Akwaeke Emezi, qui est pour le prompt un livre d'un auteur ou d'une autrice préférée. Et franchement, j'ai adoré. Oui, voilà, je l'ai dit, j'ai adoré. Même si c'est complètement différent de son autre livre que j'ai lu, et que j'ai aussi adoré du coup, c'est très bien. Je sais pas comment dire. Oui, c'est pas seulement l'écriture, c'est juste qu'il y a vraiment un vibe, une espèce d'ambiance dans le travail de Emezi qui me parle, qui me touche beaucoup. Du coup, c'est une autobiographie, ce que je ne savais pas, et ce que le résumé ne laisse pas penser du tout. Je saurais pas du tout comment parler de ce livre. Disons que ça parle de... oui, de sa vie. Le personnage principal, c'est Ada, qui a d'autres personnes qui vivent à l'intérieur d'elle-même, qui sont des créatures divines, qui lui parlent, qui la protègent ou qui la protègent pas, qui lui veulent du mal, mais qui font vraiment partie d'elle-même. Et je pense que la trajectoire du personnage de Ada dans le livre, c'est d'accepter, de comprendre ces créatures, de comprendre qu'elles font partie d'elle et que c'est comme ça qu'elles vont fonctionner. Mais c'est aussi juste une autobiographie, quoi. D'ailleurs, par rapport à ce que je voudrais dire sur l'étrangère, dont je parle juste après, c'est comme ça que je veux une autobiographie. Franchement, je suis désolée, je sais pas quoi dire. Je sais même pas à qui le recommander en particulier, ou quel mot-clé dire. Je suppose qu'on peut parler de parcours initiatique pour le personnage d'Ada, dans le sens où, oui, c'est sans doute un livre sur son parcours de vie, sur... À la fin, elle apprend quelque chose. Enfin, tout le long, en fait, elle apprend des choses. Mais à la fin, elle a, on va dire, une révélation. Je le vends très mal. Je sais pas quoi dire. Donc, je vais arrêter d'en parler.